Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'animer cette table ronde autour de l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Jamila Hadri. Avant que je me présente, je tiens à remercier toute l'équipe de Buzz Events qui réalise ce super salon virtuel en pleine pandémie. Une belle équipe qui fait preuve de l'innovation en cette crise. Donc, je remercie toute l'équipe de Buzz Events. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle, comme je vous ai dit, je m'appelle Jamila. Je suis la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Digrowth Maroc. Donc, c'est un cabinet de conseil en innovation par le design thinking. Notre travail au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises à développer de la croissance et développer également des produits et services qui répondent aux problèmes des clients en se basant sur des approches centrées sur l'humain, en l'occurrence le design thinking. Donc, on permet à nos clients d'à la fois proposer des services et produits qui répondent à un besoin, mais aussi qui sont innovants et créatifs. Pour moi, il était très important de contribuer à ce salon en tant que partenaire dans sa première édition pour pour pouvoir mettre en lumière on va dire, l'entrepreneuriat féminin à travers que ce soit mon expérience, mon témoignage, mais aussi le témoignage d'une invitée très spéciale à mon cœur, une femme de fer que je dis, c'est pourquoi une femme de fer? Parce qu'elle opère dans un domaine d'activité qui est masculin. Je pense que vous le voyez avec son background, plein de machines. Je te remercie, Fatem Zahra, d'avoir accepté l'invitation. Donc, Fatem Zahra Brich, c'est une ingénieure et docteur d'État en procédés industriels et environnement de l'Université Hassan Ier. Elle est la fondatrice de la société Biodome, qui est spécialisée dans la construction d'installations du biogaz et de compostage. C'est une entreprise qui a des brevets d'invention déposés, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mieux que ça, Fatem Zahra, elle a été récompensée plusieurs fois. Par exemple, en 2016, elle a été récompensée lors de la COP22 par le Global Clean Technology Innovation Program pour la femme entrepreneur de l'année. Elle a été récompensée encore en 2018 par le Premier ministre marocain au concours annuel News de la meilleure femme entrepreneur de l'année. Bravo pour toutes ces choses, Fatem Zahra, merci. Donc, je te donne déjà la parole pour dire un petit mot d'introduction avant qu'on commence la discussion. Merci beaucoup, chère Jamila. Je vous remercie pour cette invitation et je remercie les organisateurs de cet événement que je salue très fort et je les encourage. J'ai beaucoup apprécié le concept et la qualité de leur travail. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et comme toujours, je le dis toujours, ça me fait plaisir de partager mon expérience, d'encourager les jeunes filles, les jeunes femmes, de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'oser entreprendre et d'aller jusqu'au bout pour réaliser leurs rêves, de ne pas s'auto-censurer, donc d'aller de l'avant. Et je fais, sincèrement, je ne fais pas de mon effort, mais je fais de ce que je peux. Et c'est ce qu'il faut faire, sincèrement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut toujours essayer de faire chaque matin quand on se réveille. Et je suis très contente d'être parmi vous et je suis là pour les questions de l'audition et de donner un peu de l'énergie positive pour les femmes qui sont dans leur projet déjà ou qui veulent se lancer dans des projets. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Donc, comme tu as dit, comment ça va se dérouler? Nous, on n'a pas prévu de présentation. On préfère échanger autour de la thématique pour partager à la fois mon expérience et celle de Fatem Zahra qui sont complètement différentes. Donc, on va répondre à 2 ou 3 questions et par la suite, on prendra les questions de nos participants. Je les vois en même temps, donc n'hésitez pas à toutes les personnes qui regardent live notre conférence de partager avec nous toutes vos questions. Sur l'entrepreneuriat en général ou féminin spécifiquement, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, première chose avec laquelle je voudrais commencer, c'est de raconter un petit peu comment on a débarqué en tant qu'entrepreneur.
Et moi, je me considère toujours jeune entrepreneur. Je sais que Fatem Zahra, tu y es depuis plusieurs années. Donc, comment on a débarqué, comment on est devenu entrepreneur? Déjà pour moi, moi j'ai eu un background, je sais pas, est-ce qu'il est normal, pas normal, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis lauréate d'une école de commerce marocaine, j'ai fait un master en France, ensuite j'ai fait une MBA aussi d'une école parisienne. J'ai travaillé, bon, sur les 11 ans que j'ai d'expérience professionnelle, plus de 80%, c'était dans le salariat. Après plusieurs années, j'ai décidé de se lancer en tant qu'une grande dans l'entrepreneuriat pour vivre un peu ma passion à l'innovation et le design thinking. Comment j'y suis arrivée? En fait, euh, je pense que l'un des éléments déclencheurs, c'était deux expériences que j'ai vécues en 2018. J'ai fait un voyage à la Silicon Valley dans lequel j'avais rencontré des C-levels dans des entreprises qu'on connaît tous, comme Facebook, comme Google, comme Nvidia. Et en même temps, j'ai eu l'occasion, le même voyage, de comprendre un petit peu l'écosystème d'innovation globale là-bas, comment ça se passait chez eux, quelles sont les différentes compositions, que ce soit académiques, financières ou même les entreprises et aussi les startups. Et ça a commencé à me travailler. Donc, déjà, à partir de là, je suis rentrée un peu différente. Je savais que j'allais faire quelque chose en innovation. Et la même année, j'avais participé à un challenge international avec une équipe marocaine, canadienne et un membre de France. Et on était retenu, enfin, on était finaliste d'une compétition d'innovation qui utilise le design thinking et l'économie circulaire. Et là, ça a fait un déclic. Ça a fait un déclic et je savais que je voulais faire quelque chose, je voulais contribuer, apporter ça au Maroc. Et voilà, j'ai pris plusieurs mois à monter un petit peu le projet, à tester. Je me suis rapprochée à plusieurs, enfin, j'ai utilisé l'apport de plusieurs personnes autour de moi que je considère mentors, qui m'ont aidé à travailler une idée. Et en même temps, j'ai réalisé plein de focus group juste pour vérifier est-ce que les workshops que je veux proposer sur le marché vont apporter de la valeur, vont contribuer à quelque chose de différent, avant de décider de lancer à 100% mon entreprise. Et je l'ai fait en 2019, juste avant la Covid, mais bon, je l'ai fait que 6 mois. Je me suis régalée 6 mois et par la suite, la dynamique a changé. Mais bon, mais c'était ça, en fait, le parcours global. Pour moi, l'entrepreneuriat, je sais que c'est différent pour toi, Fatem Zahra, mais pour moi, c'était une évolution, on va dire, de carrière un peu logique, à la fois pour évoluer professionnellement, mais aussi pour vivre ma passion à l'innovation, chose que peut-être dans l'entreprise où j'étais, j'avais pas assez d'espace pour le faire. Donc là, l'entrepreneuriat, c'était une option qui va me permettre de vivre ma passion et en même temps évoluer ma carrière professionnelle. Donc c'est pour ça que je me suis lancée et j'ai décidé de lancer mon entreprise. Donc Fatem Zahra, raconte-nous un peu ton parcours différent et dis-nous spécialement pourquoi il est différent. Moi, je le sais, mais je veux que tu partages avec tous les autres. Alors, sincèrement, peut-être que vous le voyez différent, tu le vois différent et mes proches, mes amis le voient différent, alors que moi, sincèrement, je le vois normal, logique. Et comme vous avez dit, on peut avoir un parcours logique de salariat, d'intégrer une multinationale. On peut se lancer dans euh, notre business ou notre propre projet dès qu'on finit les études. Donc, pour moi, c'était prévu dans les dernières années, si tu veux, dans les 2 dernières années, avant que j'aille mon diplôme. J'avais en tête cette idée, surtout que j'ai passé plusieurs stages. Je n'avais pas l'intention d'être gérée ou d'être, si vous voulez, contrôlée par une hiérarchie, bien sûr. Donc, c'était ça au début dans ma tête. Et puis, là, le point le plus impactant, c'était vraiment quelque chose en moi qui me disait ou qui m'incitait à faire une action et à une action en retour de ce que j'ai appris.
en retour de ce que j'ai appris à l'université, des choses énormes et importantes, des technologies que nous avons appris, vu que j'ai suivi un parcours technique, un parcours purement scientifique, et je voyais qu'il y a des opportunités dans ce que j'ai étudié. C'est-à-dire, il y a des technologies qu'on étudie qui sont dans les cours et qu'il y a une possibilité de les appliquer, d'en bénéficier sur terrain. Et c'est là la question. Pourquoi on n'applique pas ce qu'on apprend? Pourquoi on ne l'applique pas? Par exemple, le secteur dont j'opère maintenant, le secteur de recyclage, il y a beaucoup de technologies qu'on voit, qu'on étudie, qu'on essaie d'optimiser sur papier, mais qu'on ne les voit pas sur terrain. Parce que quand j'ai fait la comparaison, je n'ai rien trouvé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que quelqu'un fasse un pas, il faut que quelqu'un agisse. Oui, avec toute ma petite taille autant que petite étudiante à l'époque, j'avais cette ambition de faire un impact dans ce sens, un impact vraiment d'intégrer une technologie, pourquoi pas une grande technologie énergétique qui change un peu les choses pour un entourage, pour des familles, ne serait-ce que pour une seule famille, et ça me suffirait. Ça me ferait ça me ferait plaisir. Alors là, je l'ai pris comme un exercice, je le dis toujours, comme il y a des métiers de menuisier, d'autres métiers, on peut créer un métier de transformation ou de valorisation de déchets, par exemple, un métier de production de matières à partir de trucs qu'on ne sait pas, des technologies qu'on ne connaît pas, qui sont connus en fait, mais dans notre entourage, au Maroc, on n'est pas encore sensibilisé à les connaître ou à les intégrer. Donc, c'est des choses et qui font de l'impact. Alors, c'est de là que j'ai commencé à réfléchir dans ce sens. Et pour que je puisse appliquer ce projet, je me suis spécialisée dans la gestion des déchets organiques. Et comme vous savez, autant que pays en développement, on produit beaucoup de déchets organiques, c'est-à-dire la fraction qui se dégrade rapidement. Alors, c'est ça, là, les déchets organiques, c'est la fraction qui fait beaucoup qui est malodorée, qui cause beaucoup de problèmes. Et je me suis dit, là, il faut trouver une solution pour cette fraction. Et pourquoi pas ne pas générer du revenu, ne pas générer de l'argent et ne pas intégrer des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. On les forme, on les encadre jusqu'à ce qu'ils aient un métier qu'ils peuvent utiliser et en tirer profit. Alors, je me suis inscrite en thèse. J'ai développé des solutions techniques pour que je puisse avancer sur ma thèse et en même temps, j'ai commencé à apprendre à entrer en contact avec des gens dans le monde entier pour apprendre comment construire des installations de biogaz. Donc, j'ai acquis beaucoup d'expérience depuis beaucoup de gens, des experts en Inde, des experts en Allemagne. J'ai beaucoup appris. J'étais autodactique pour une période, si vous voulez. Après, j'ai formé quelques jeunes et je les ai formés à comment construire. J'ai essayé de simplifier. À l'époque, j'étais mariée, j'avais un enfant, donc je portais toujours mon petit qui avait quelques mois, il n'avait même pas un an. Je le portais avec moi et je travaillais avec ces ouvriers, je les ai formés et on a construit notre première installation. Bien sûr, il y a en même temps des recherches de financement, de travail de convaincre l'entourage, de travail de convaincre la famille et tout. Donc, tout ça en parallèle. Mon but, c'était ça, c'était de construire une installation, d'apprendre à ces jeunes de construire, de former une équipe. Et c'est de là que j'ai démarré. J'ai construit la première installation et si vous voulez, elle a commencé à travailler sur moi, pour moi, cette installation. Donc, elle a donné ses fruits. J'ai commencé à exposer ce travail sur plusieurs podiums nationaux et internationaux. Et j'ai commencé à former, si vous voulez, un cadre de travail, à former une équipe. Et puis, en parallèle de mes recherches,
j'ai développé d'autres projets comme celui que vous voyez derrière moi. C'est une machine 100% marocaine qui sert à recycler les déchets organiques et produire un fertilisant qui est le compost. Donc, une matière qui est très demandée dans le marché d'agriculture. Et c'est simple, c'est-à-dire c'est une technologie qui est connue partout et on n'en a pas au Maroc. C'est ça ce qui me frustre, mais ce qui m'encourage à travailler de plus. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a des opportunités et on n'a pas appris à l'université des choses pour les classer et chercher des noms ou des titres de je ne sais pas quoi, cadre ou directeur ou là, parce que ça, c'est pas intéressant si on veut vraiment contribuer au développement de notre pays. Et c'est ça le message que je veux transmettre par mes actions, plus que mes paroles. Et je ne vais pas être longue parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il faut avoir un but si on veut avancer dans nos projets. Donc, si vous voulez, je n'avais pas cette idée de choisir entre salariat ou entrepreneuriat parce que dès le début, j'avais une ambition, un rêve d'impacter mon environnement. C'est pas de faire ce qu'on entend maintenant, le buzz ou d'être connu. Je cherche pas ça, mais ce que je cherche, c'est vraiment de donner un retour de ce que j'ai appris. Je me suis posé la question sur moi-même quand j'ai eu mon diplôme. C'était en 2010, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et on était la première promotion d'ingénieurs issus d'une faculté. Normalement, on avait l'habitude d'avoir des ingénieurs issus d'écoles. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que vraiment je mérite ce diplôme? C'est la question qui m'a vraiment changé un peu mon esprit, qui m'a fait réfléchir à ce que je veux après. Et cette question de mérite, est-ce que je mérite mon diplôme? C'est elle qui m'a menée vers l'impact. Comment je peux servir mon pays par ce que j'ai appris pendant combien on passe au parcours 12 ans, je pense. Non, 12 ans depuis qu'on étudie. Donc, moi, je suis d'une formation c'est-à-dire je suis de l'école publique, après université, après je voulais partir en France, mais mon père ne voulait pas, vu qu'on est juste des filles à la maison, donc il n'a pas pu se séparer de moi à l'époque, donc j'ai été obligée de rester au Maroc, mais je ne regrette pas parce que j'ai beaucoup appris. J'étais à l'EST, l'École supérieure de technologie de Fès. Après, j'ai fait procédé industriel, le cycle d'ingénieur à la faculté des sciences et techniques de Stade. Et c'est là où j'ai eu aussi mon doctorat. Donc, j'ai beaucoup appris et je voudrais donner un retour de ce que j'ai appris. Et c'est ça mon histoire. Franchement, c'est inspirant. Et moi, quand je disais tout à l'heure la différence, c'est la seule différence qu'on a, c'est que toi, tu as lancé ton entreprise juste après ta formation. Moi, j'ai passé quand même 8-9 ans et c'est deux parcours complètement différents sur ça. Mais dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses en commun qu'on retrouve. Que ce soit dans ta vision ou la mienne, on essaye d'apporter de la valeur, on essaye de créer de l'impact, mais surtout on essaye de répondre à un besoin. Et tu l'as dit, tu l'as très bien dit, le fait que tu voyais un gap entre ce que tu voyais théoriquement dans tes études et ce qui s'appliquait sur le marché et le potentiel qu'il peut avoir sur l'environnement au Maroc et le développement, c'est énorme. Donc, rien que pour ça, je tiens à te féliciter parce que Fatem Zahra, tu mets la lumière sur quelque chose qui est primordial aujourd'hui, qui est le développement durable et la protection de l'environnement. C'est des petites choses que, comme tu dis, on les étudie, mais on les laisse à côté. Donc, il faut vraiment des entrepreneurs, des femmes, pourquoi pas, pour booster ce côté-là et oser de lancer des solutions sur ce sujet-là. Tout à fait. Et parfois, on se dit que des projets, ils sont à vocation environnementale, mais au fond, il y a toujours du développement économique, du développement social derrière. Parce que tous les projets
Si on veut lancer un business, on doit savoir qu'on contribue par notre business dans le développement de l'économie. On crée de l'emploi, on crée de la richesse. Donc, c'est toujours impactant dans tous les volets. Et je rebondis vers un point que vous avez dit, la différence entre nous par rapport à l'expérience déjà sur terrain, elle est importante parce que moi, peut-être, je n'ai pas eu la chance de travailler et avoir l'expérience d'échanger et d'être cadré par un système ou une organisation. Et je vois qu'elle est très, très importante et qu'elle est très bénéfique pour les jeunes entrepreneurs, les personnes, pas seulement les jeunes, les personnes avec une expérience déjà avec une institution, ça leur donne déjà une expérience importante dans le développement de leur projet. Donc, c'est très encourageant et c'est très saluant d'avoir de l'expérience. Je ne dis pas qu'il faut se lancer directement, mais il faut se lancer dans le moment opportun. Peut-être moi, je me suis lancée parce que j'étais très, très ambitieuse. Parfois, je regrette de ne pas travailler, de l'avoir l'expérience, mais suis pas, je ne me bloque pas. Je fais des stages, je passe des stages en même temps. Je travaille avec des entités, donc je cherche des moyens d'apprentissage. Et ça, c'est un point très important, l'apprentissage. Au fur et à mesure qu'on développe notre business, il faut qu'on se développe nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on stagne pour les diplômes, mais on apprend pour nous-mêmes, pour développer notre carrière aussi. Donc là, je veux juste qu'on bascule vers une question qui se pose. Et moi, à chaque fois, je me forçais à ne pas la poser pendant que tu nous donnais ton expérience. Surtout, ça m'inspire ce que tu dis sur le fait que tu te lances directement après l'université, après le doctorat. J'imagine qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Elles sont certainement beaucoup plus importantes que la mienne parce que moi, j'ai que 2 ans dans l'expérience entrepreneuriale. J'ai vécu beaucoup de difficultés. Elles ne seront pas au même échelle ou au même degré que ton expérience, Fatem Zahra, mais je voudrais quand même qu'on mette en lumière les bonnes choses que tu as vécues pendant les 10 dernières années en tant que femme entrepreneur et les choses qui étaient moins bonnes, qui peuvent s'améliorer ou qu'on a besoin aujourd'hui au Maroc de les améliorer. Donc, est-ce que tu veux bien commencer par ça et par la suite, moi, je vais juste compléter par les petites choses que j'ai vécues et que je considère comme difficultés. Oui, avant que je commence, il faut que je mentionne un point qui est très important. Déjà, les difficultés ou les challenges, comme on le nomme, chacun les nomme comme il veut, ils sont positifs, ils sont bons. Donc, il ne faut pas les voir comme un côté négatif ou un point qui n'est pas bon pour le développement de la personnalité ou du projet. Donc, c'est des choses qu'on va rencontrer le long de notre parcours, que j'ai rencontré dans mon cas, que je rencontre toujours et que je vais rencontrer. Je suis sûre que j'aurai d'autres difficultés. Oui, c'est des choses qu'il faut les considérer dorénavant comme des boosters. Donc, pour moi, les challenges, c'est des boosters, ce n'est pas des difficultés qu'on ne peut pas les dépasser. Donc, il faut toujours les considérer comme des ponts qu'on va les dépasser et qu'il faut qu'on soit en mesure de les dépasser. Donc, si on les considère dès le début comme ça, on pourra les dépasser. Parce que sinon, si on voit des obstacles, qu'on rencontre des obstacles et on n'a pas cette capacité de les affronter, de les dépasser, on va se casser dès le premier, deuxième, troisième coup. Donc, dans ce cas, on ne va pas aller plus loin. Donc, il faut mettre en tête qu'il y a des difficultés, qu'il y a des ponts. C'est comme si on fait l'équitation. C'est comme si le jeu d'équitation, on saute des ponts chaque fois. Donc, c'est ça, c'est les difficultés. Alors, pour moi, le premier challenge, c'était
de convaincre la famille que je veux plus postuler pour le travail, je n'ai pas cette intention, je n'ai jamais rempli un formulaire. Je l'ai fait pour rendre plaisir à mes parents parce que connaissez les parents quand ils ont surtout une fille qui vient d'avoir un diplôme d'ingénieur d'État, alors ils sont contents, ils attendent qu'elle ait un poste de cadre, comme ça ils sont tranquilles. Donc Oui. moi, j'ai eu mon diplôme, je leur dis, je vais me marier, c'était la première chose, je me suis mariée, après, je vais devenir entrepreneur. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas acceptées au début. Et puis, pour leur dire que je vais travailler sur les déchets, c'était un point très, très, très important pour les convaincre. Et puis, pour travailler avec un groupe d'ouvriers, d'aller dans les fermes, de m'installer dans la campagne avec un petit garçon et tout, c'était un petit peu difficile de convaincre l'entourage. Euh, oui, j'ai fait de ce que je peux et j'ai pu avoir toute la famille de mon côté. Ça, c'est le premier point, le premier challenge, si vous voulez, c'est l'entourage, la culture. Après, il y a des personnes, des jeunes filles. Moi, je peux m'estimer chanceuse parce que je suis encouragée par ma famille, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Mais j'ai toujours leur soutien, j'ai toujours leur encouragement, même s'ils ne sont pas. Et on a cet esprit dans la famille. Alors que je regrette d'avoir des filles qui sont pleines d'ambition mais qui vivent dans des familles avec une culture Beaucoup plus connais, strict. oui, stricte ou patriarcale, c'est-à-dire on n'accepte pas que la fille aille chercher ou travailler, donc on n'accepte pas qu'elle change le parcours normal ou conventionnel que la société a créé pour elle. Donc, j'espère que cela change, qu'on donne la chance à ces filles. Parce qu'il y a des filles qui sont vraiment très, très intelligentes, très ambitieuses, mais qui sont dans des environnements qui sont moyennes. Après, il y a le côté financier, parce que là, pour se lancer dans une affaire, soit on finance nous-mêmes, soit on cherche des fonds. Donc, les contraintes, il y a le financement. Moi, j'étais aussi, je pourrais dire que j'ai profité un petit peu de mon background scientifique pour chercher des fonds. Donc, j'ai défendu mon projet scientifiquement, j'ai opté à déposer des brevets pour me différencier, pour montrer l'innovation. Et alhamdoulilah, on a des fonds qui encouragent l'innovation et il y a des fonds qui encouragent plusieurs secteurs d'entrepreneuriat. Donc, le côté financier aussi, l'environnement, moi, je vois que ces deux-là, ils sont très, très importants. Après, si on fonce le business, il y a les challenges juridiques, administratifs et tout. Donc, il faut les prendre en considération. Et comme j'ai dit au début, il faut se préparer dorénavant pour ces problèmes. Je suis complètement d'accord avec toi, Fatem Zahra, dans le sens où, pour la partie culturelle, c'est clair que ça, c'est un frein et plusieurs filles en souffrent, mais je veux pas qu'on dise que c'est vraiment, c'est pas que ce qu'il y a. Enfin, je veux dire qu'il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui pour faire améliorer ce système-là. Je pense que l'école va jouer un rôle encore beaucoup plus important. Le fait que dans toutes les écoles aujourd'hui, que ce soit universitaire, pas universitaire, il y a des programmes du jeune entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui encourage les filles pour vivre déjà découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat pendant l'école, profiter des infrastructures des écoles pour développer leurs projets et les utiliser. Si elles sont intelligentes suffisamment, elles peuvent développer à la fin de leur parcours universitaire un projet et l'utiliser pour convaincre les parents et le milieu d'environnement. Mais en tout cas, je suis convaincue que l'école joue aujourd'hui un rôle important. Il faut pas lâcher, il faut juste voir ces éléments-là comme opportunité, être, on va dire, futuristique ou enfin, il faut voir le futur. Je suis complètement d'accord sur la partie administrative et là, c'est aussi parmi les choses que j'ai aussi
vécu comme difficulté. Je pense qu'en tant que jeune entrepreneur, quand on se lance, on essaie de minimiser les coûts, on essaie de minimiser les charges, etc. Et le fait qu'on a cette partie administrative, légale qui est obligée de la faire, déjà ça bouffe de l'argent et ça bouffe du temps. Et quand on est nouveau, on veut juste se concentrer sur le business et la marque pour la développer, aller rencontrer des clients, aller vendre le projet. Des fois, on n'a même pas le temps d'aller lire ce bilan et déposer le bilan à la fin de l'année. Donc, franchement, je pense que ça, c'est quelque chose, enfin, c'est un point d'amélioration qu'il va falloir faire, c'est de réfléchir à un cadre un peu juridique spécial start-up qui est entre l'entrepreneur et la salle pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir un cadre un peu spécifique pour tester, pour améliorer leur projet et s'assurer qu'ils vont durer dans le temps. Moi, la seule difficulté que je voudrais rajouter à tout ce que tu as dit, c'est elle est typiquement, je ne sais pas, peut-être que tu l'as rencontré aussi et tu as eu pas le temps de la mentionner, mais moi, il y a 2 ans, en se lançant dans le design thinking, quand j'ai rencontré des gens dans les salons physiques, quand on faisait il y a 2 ans, quand je parlais du design thinking, la majorité des gens ne me connaissaient pas. Donc, ils me disaient, ah ouais, c'est quoi le design thinking? Comment il va nous aider? Donc, moi, j'avais une difficulté de parler de la démarche et le fait que personne ne la connaissait. Donc, c'est vrai que c'est une opportunité en soi parce que je savais que les gens, il y a un besoin pour ça, mais en même temps, c'était pas assez facile de convaincre les gens d'utiliser la démarche. Donc, je devais passer par tout un travail de vulgarisation pour faire des événements comme celui-là, parler de la démarche ou animer complètement des démos ou des workshops gratuitement, rien que pour rencontrer ce client-là et vulgariser l'approche. Donc, c'était parmi les difficultés, mais en même temps, ça m'a permis, franchement, juste avant, enfin, de juillet à mars 2020, je me suis éclatée dans tout ce travail de vulgarisation, que ce soit à travers la création de contenu en ligne, mais aussi à travers la rencontre de plusieurs personnes de l'écosystème d'innovation qui étaient très ouverts à me rencontrer, à me donner des conseils et qui m'ont permis de réfléchir des fois différemment pour faire évoluer mon business model et le positionnement de mon entreprise. Donc c'est vrai que j'ai pris du temps à faire ce travail-là, mais en même temps, ça m'a permis d'évoluer, de grandir et d'apprendre des choses beaucoup plus sur le business, sur l'adaptabilité sur le marché marocain et de l'adapter, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu les difficultés que j'ai rencontrées. Je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter un commentaire, Fatem Zahra, mais en tout cas, il nous reste 10 minutes et avant qu'on clôture avec une dernière question. Oui. Dis-moi. Je disais qu'on est initiatrice d'évolution ou de marché, parce que c'est des marchés qui sont pas encore connus au Maroc. Et moi, ça me fait plaisir, toi aussi, de ton côté, dans le design thinking, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont actives dans ce secteur. Donc, ça me fait plaisir d'être initiatrice dans ce domaine, d'être parmi les précurseurs et de promouvoir les technologies nouvelles énergétiques et environnementales. De ton côté, j'imagine que c'est la même chose. Donc, ça nous fait plaisir et ça nous encourage d'aller de l'avant, même s'il y a ces difficultés. Donc, il faut quand même que quelqu'un commence. Donc, oui, tout à fait. On est des initiatrices et ça me fait très, très plaisir. Oui, ben écoute, si ça va encourager d'autres personnes à le faire, pourquoi pas. En tout cas, il nous reste 10 minutes. J'ai une dernière question. Une question, je suis intriguée pour voir un petit peu ta façon de voir les choses et ta version. Mais en tout cas, je veux faire le lien avec la crise du coronavirus qui a touché tout le monde. Oui, d'un point de vue personnel et même beaucoup de personnes ont perdu leurs proches, même si psychologiquement c'est pas évident le jour au jour, des fois on vit des ups and downs, mais d'un point de vue business, je suis intéressée de voir
je vais raconter un peu les choses de mon côté, mais je suis intéressée aussi de voir de ton côté, Fatem Zahra, comment la Covid a impacté ton secteur et comment tu as dépassé cette dimension sanitaire et comment tu as évolué ton business. En tout cas, pour moi, comme j'ai dit, ça se passait bien. Mars 2020, shutdown. Donc là, c'était au début l'incompréhension. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, tout de suite, je savais que j'avais un site web à refaire. Donc, j'ai pas pris le temps pendant le lockdown à s'amuser sur le site. Donc, franchement, je me rappelle encore avril, j'ai lancé la nouvelle version du site. Donc, le lockdown, je l'ai bien vécu. J'avais pas de soucis. Et en même temps, il y a eu les vagues des webinaires, de workshops en ligne, etc. Donc, tout de suite, je me suis encore éclatée à faire le travail de vulgarisation, mais de façon différente. Donc, pour moi, la coronavirus m'a permis d'accentuer plus le développement de la marque et en même temps évoluer mon business model et de passer à pas 100%, mais en tout cas, faire évoluer beaucoup de produits et services de façon virtuelle. Et depuis, j'ai fait plein de bootcamps, de workshops et de séminaires 100%, 100% digital. Enfin, en mois de mars, je viens de terminer une série de bootcamps que j'ai fait avec une banque sur plusieurs régions. Et là, c'était 100% virtuel. Donc, franchement, je me dis que la coronavirus ou la Covid n'a pas que des mauvaises choses en termes de business. Il faut juste poser les bonnes questions pour se dire comment nos clients ont évolué et comment on peut prendre ça pour faire évoluer nos solutions et produits. Donc je vois la crise de façon positive. Et je suis intéressée de voir de ton côté, Fatem Zahra, comment tu la vois et comment elle a apporté de la valeur dans les prochaines peut-être 4-5 minutes. Ça aussi, quand je rebondis vers votre histoire par rapport au Covid, je vois que c'est un point très, très important dans le caractère d'un entrepreneur, c'est d'être flexible, d'avoir la capacité de s'adapter avec les conditions telles qu'ils sont. Alors, je salue en toi cette flexibilité, d'avoir changé l'esprit de s'adapter. Alors, de mon côté aussi, j'ai passé les premiers mois en dépression, sincèrement, parce que il y avait une succession d'annulations, carrément, de projets, parce que c'est sous prétexte que ce n'est plus une priorité, ce n'est plus on était en état de crise, donc il y avait des annulations en succession, donc il y avait un arrêt pendant quelques mois. Ce qui m'a donné l'idée, ce qui m'a encouragée, parce que ça fait longtemps que je voulais lancer une autre filière d'études et d'accompagnement, d'études spécialement d'impact environnemental, d'études de faisabilité technique pour le secteur industriel. Donc, je l'ai tout le temps retardé, mais à cette époque-là, l'année dernière, on l'avait lancé et on a démarré par les études. Et vu qu'il y avait beaucoup de déjà le marché industriel, il est très demandant en matière d'études d'impact environnemental, d'études techniques. Donc, on a pu trouver notre part et on a pu gagner quelques clients. Et c'était très bien pour nous. C'était pour moi personnellement une satisfaction, une grande satisfaction parce que j'ai pu intégrer un service dans ma société. Et j'essaie d'agrandir ce service aussi par des ingénieurs, par des personnes qui font avec moi ces études. Donc là, je l'annonce aussi pour les personnes qui nous entendent. On a le service d'études d'impact environnemental, l'étude d'éco-design aussi, l'étude de cycle de vie aussi, l'étude d'analyse de cycle de vie. Donc, c'est un point qu'on a pu introduire grâce, je le dis très bien, grâce à la Covid. Et alhamdoulilah, on évolue. Donc, je ne suis pas restée limitée sur les ateliers, les réalisations et tout, mais maintenant, on a développé. Et c'est un point qui est très important, c'est d'être flexible, d'être toujours à l'écoute des conditions dont on passe. Très bien. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et en même temps, c'est un mot d'encouragement pour dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont par la suite regarder également
le replay, de ne pas lâcher, de voir peut-être des opportunités dans tout ce qui se passe. Les problèmes. Voilà. Et en même temps, être capable de changer rapidement et d'être agile pour évoluer les services et les produits qu'ils proposent. Je voudrais juste qu'on clôture un peu, enfin, pour clôturer, je voudrais juste peut-être récapituler un peu les points globaux et te laisser la parole pour dire un dernier mot avant que je clôture le webinaire. En gros, ce que j'ai noté de tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, qui était très pertinent à mon sens, c'est d'abord de dire qu'il n'y a pas de meilleur chemin ou mauvais chemin. Tous les chemins mènent à l'objectif qu'on veut avoir. C'est ça. L'essentiel, c'est juste qu'on y croit, qu'on a une vision à long terme et qu'on se donne les moyens. C'est-à-dire que si j'ai besoin de l'expertise, ben, je vais faire un doctorat comme tu as fait. Si j'ai besoin de tester, ben, je vais utiliser des mentors et je vais faire appel à mon network. En même temps, les difficultés, on a toujours, pas parce qu'on est jeune entrepreneur qu'on va avoir plus de difficultés ou pas, mais en tout cas, il faut juste voir les choses dans leur globalité, voir le bon côté des choses et pouvoir améliorer. Ne jamais lâcher et surtout, répondre à un besoin réel, que ce soit dans ce que tu essaies de faire ou même moi, on essaie toutes les deux d'apporter une valeur ajoutée et répondre à un besoin client réel pour aider les entreprises que ce soit comme tu le fais, à transformer les déchets en énergie et en produits qui apportent de la valeur aux entreprises ou moi à aider les entreprises à être innovantes, mais de façon beaucoup plus centrée sur l'humain au lieu d'être push. Donc ça, c'est en gros ce qu'on a essayé de partager avec vous, avec beaucoup de messages de positivité. Je te laisse un dernier mot de clôture, Fatem Zahra, avant qu'on dise au revoir à nos participants. Merci beaucoup, Jamila. Alors, moi, mon conseil, ça va se résumer en 2-3 points. D'abord, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut mettre en tête il faut fixer les objectifs déjà. Il faut répondre, votre business, il doit avoir une réponse à un besoin parce que sinon, il va mener à rien. Parce que s'il n'y a pas un besoin, on ne pourra pas vendre nos solutions ou nos services, que ce soit des produits ou des services. C'est-à-dire il faut focus sur les besoins de votre client, de votre cible. Et puis, pour évoluer, il faut être polyvalent. La polyvalence est importante. C'est-à-dire il faut connaître un peu en comptabilité. On ne peut pas laisser tout à notre comptable. Il faut comprendre un peu dans la compréhension du marché, dans tout. C'est-à-dire il faut être polyvalent. Un bon entrepreneur, c'est un polyvalent. Et il faut, pour être polyvalent, bien sûr, il faut se former en continu. C'est-à-dire il faut étudier, évoluer par des formations. Et la troisième chose qui est très, très importante et qui évite beaucoup de tomber dans des grands problèmes, c'est d'être bien entouré. C'est d'avoir des mentors, des personnes dans le domaine de confiance. C'est de créer un réseau et d'être bien entouré. Parce que sinon, on tombe parfois sur des problèmes qu'on ne peut pas résoudre seul. Donc, un bon réseau, des bons mentors, ils sont primordiaux. Et surtout pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Donc, et c'est tout, je pense. Si on se focus sur ces 3 points, on peut aller très, très bien dans nos projets. Et il faut toujours oser, il ne faut pas rester sur des papiers, il faut toujours se lancer, ne pas se dire que ce n'est pas le bon moment et oser par des petits projets, par des petites actions. Il faut toujours, si on veut être grand, commencer déjà par un premier client et faire l'exercice. On le considère toujours comme un petit exercice, une petite expérience et on ne réalisera pas comment cette petite expérience peut changer notre vie à la fin. Merci beaucoup, Fatem Zahra. C'est très, très intéressant tout ce que tu as dit. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour tout le partage. Juste pour information, il y a quelqu'un qui nous a contacté sur le chat qui travaille sur un domaine similaire. Donc, je transmettrai les contacts. Okay. C'est une femme sur Agadir. Donc, elle travaille, elle nous a dit, elle travaille sur les déchets organiques aussi.
Donc, je pense que ça peut être intéressant Bien sûr. de faire un pont. Mais en Bien tout sûr. cas, c'était riche. Je vais juste inviter tous les participants à partager ce live avec leur communauté pour élargir un peu l'impact et toucher plus de filles ou de femmes qui seront intéressées par la thématique. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Si vous êtes intéressé, que ce soit par le business de Fatem Zahra en déchets organiques ou moi-même par le design thinking ou le conseil en innovation, n'hésitez pas de consulter nos pages internet, nos pages web. Voilà, en tout cas, on était très ravis de partager ce moment avec vous. On pouvait encore dire plus, mais en tout cas, on respecte le temps. Merci beaucoup, merci pour tous les organisateurs. Soyez demain là aussi pour les autres conférences. Et voilà, je vous dis au revoir, au plaisir et Inch'Allah une autre fois. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci.